Do we have any Slack customers here? Raise your hand. Oh my gosh, everyone. Alors Slack c'est quoi? Pour ceux qui connaissent déjà, Slack c'est ça. Pour les autres, Slack, en gros, est une sorte d'espace de travail, soit privé, soit public, où vous pouvez communiquer, collaborer pour un projet ou au sein d'une boîte. Sans rentrer dans les détails, il y a des channels de conversation ouverts qui parlent d'un sujet spécifique. Les intéressés ou juste les autorisés y participent, et puis sinon, il y a des chats privés. Alors dit comme ça n'a pas l'air super sexy. Mais Slack, c'est surtout la startup SaaS B2B qui a eu la croissance la plus rapide de l'histoire. SaaS pour Software as a Service, ça veut dire en gros logiciel de service distribué via le cloud, et B2B pour Business to Business. Des professionnels qui parlent à des clients professionnels, contrairement au B2C où il s'agit de clients particuliers. Lancé publiquement en 2014, Slack est passé de 0 à 1 milliard de valeur en juste 8 mois. Aujourd'hui coté en bourse et évalué à près de 16 milliards de dollars, Slack disposait en début d'année 2019 plus de 10 millions d'utilisateurs actifs. Le choix de cette métrique utilisateur actif n'est pas anodin, car c'est plus souvent quelque chose qu'on mesure en B2C justement. Mais on en reparlera après. La proportion d'utilisateurs payants est aussi hors norme, puisqu'elle atteint les 37% en 2018. Ce succès énorme qui sert de modèle à toutes les startups n'est pas du tout le fruit du hasard. Comment Slack a-t-il pu avoir une telle croissance? Eh bien, des choix ont été faits, des stratégies marketing, des stratégies de branding aussi ont été élaborées pour atteindre cette croissance. Et l'avantage avec un produit numérique, c'est qu'on peut facilement voir presque tout ce qui a été fait pour l'analyser et essayer de répliquer les meilleures leçons. Pour ne rater aucune autre analyse marketing de start-up, produits et marques les plus intéressants, abonne-toi à la chaîne, avec les cloches bien entendu, sinon ils ne te préviennent pas. Je suis Yann Leonardi et c'est Marketing de Slack. Et l'histoire commence par un échec. Slack a été créé par une société de jeux vidéo appelée TinySpec. Stewart Butterfield et son équipe venaient de vendre Flickr à Yahoo. Et l'objectif, c'était de développer le jeu vidéo Glitch, lancé en 2009. Afin de faciliter le travail d'équipe pour le développement du jeu, ils ont décidé de créer leur propre outil de collaboration pour un usage totalement interne. Et l'outil s'est progressivement construit au fur et à mesure des besoins de l'équipe. Ayant des difficultés à monétiser le jeu, l'exploitation de Glitch a été abandonnée en 2012. Et c'est là que l'opportunité leur a sauté aux yeux. Ayant encore du cash de leur levée de fonds et gardant le noyau dur de l'équipe, Butterfield a entrepris le développement commercial de ce qu'il appelait à ce moment-là a Unique Messaging Technology et qui deviendra Slack quelques mois après. Nous avons donc à ce moment-là un produit qui a été construit brique par brique, feature par feature, et pour une équipe majoritairement tech et design, répondant à des besoins clairement identifiés et exprimés. Chaque brique, chaque feature était testée et améliorée dans un process naturellement le plus lean qui soit. Pour rappel, ce qu'on appelle le Lean Startup est le concept initialement développé en 2008 par Eric Ries, qui en très gros consiste à développer un produit avec l'aide des retours, sincères si possible, des utilisateurs. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez approfondir le sujet. Dans notre cas, les utilisateurs, c'était les membres de l'équipe eux-mêmes. On pouvait donc déjà être sûr d'avoir des feedbacks sincères. Et lorsqu'une feature était validée, on pouvait aussi être sûr qu'elle serait appréciée et utilisée. Ils pouvaient par conséquent compter sur le fait que pour une même cible identique, le produit rencontrerait sûrement le même type de succès. C'est ce qui fait donc un très beau product market fit. Alors un product market fit, c'est ce qu'on doit avoir avant de se lancer dans le marketing, en théorie. J'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description. En très gros, c'est votre produit qui touche sa bonne audience cible, avec le bon message. L'alignement parfait des 3 éléments. Si vous avez bon qu'à 2 sur les 3, vous avez 0 quand même, ça va pas marcher. Alors qu'est-ce qu'on a avec Slack? Premièrement, l'audience cible est donc toute désignée par la façon dont a été développé le produit. Ayant été créé et customisé spécialement pour les communications internes d'une boîte tech de la Silicon Valley, l'audience cible sera donc ces mêmes boîtes tech travaillant de la même façon que l'équipe de TinySpec. Slack se limite donc à cette niche d'entreprise et n'essaie surtout pas de toucher tous les secteurs d'activité et toutes les boîtes qui pourtant seraient ravis de pouvoir l'utiliser. Une erreur encore très courante chez les primo-entrepreneurs que bien entendu j'ai faite, en voulant toucher tout le monde, on finit par toucher personne.
La niche est donc désignée et il est décidé de se consacrer exclusivement à la satisfaction de cette audience cible. L'avantage avec une cible comme la scène tech de la Silicon Valley, c'est que le monde entier de la tech étant constamment tourné vers la Silicon Valley, si un produit est adopté là-bas, vous pouvez toucher automatiquement tous les écosystèmes wannabe Silicon Valley, avec du coup un gros potentiel de développement derrière. Deuxièmement, on a aussi, et cela fait l'unanimité dès le début, un excellent produit. Et c'est normal, c'est un produit qui a été peaufiné au max, qui est fluide, qui est facile à utiliser, il n'y a pas de friction. Il n'y a pas non plus de friction pour le prendre en main, car il intègre très rapidement tous les autres outils de travail en collaboration. Il permet de centraliser dans un même outil toutes les actions collaboratives, ce qui élimine les distractions de switcher de Dropbox à Gmail ou de Outlook à Drive. Le produit est aussi pensé pour plaire spécifiquement à cette audience cible, des gens travaillant dans le secteur tech startup. Donc en plus de proposer toutes les intégrations avec les outils de dev, de gestion de projet, de graphisme, etc., il est aussi super important de proposer une expérience cool et différenciante. On a un outil coloré et pas du tout austère comme peuvent l'être les autres outils B2B et qui propose plein de petits détails qui font sourire, comme la citation customisable de chargement par exemple. L'intégration de Giphy a dû également être une des priorités vu l'appétence pour les GIFs dans ce genre d'environnement. Surtout, Slack révolutionne les moyens de communication interne. En ça, il est aussi très différenciant, voire même complètement disruptif. Avant Slack, il n'y avait aucun moyen pour un employé de voir sur quoi travaillaient d'autres gens ou d'autres équipes, ce qui du coup amène beaucoup plus de transparence dans l'entreprise. Avant Slack, les gens s'envoyaient des emails à longueur de journée. Avant Slack, ils faisaient des meetings à longueur de journée, avec ces éléments de différenciation. On distingue clairement les problèmes que tacle Slack, en plus d'être un outil cool, la pénibilité qui se cache derrière, et qui va nous aider à construire le message. Troisièmement donc, le message. Slack est un business de type vitamine, c'est-à-dire un produit qui améliore la vie, mais qui n'est pas une nécessité non plus. Ce n'est pas un business de type painkiller, un business qui part d'une vraie pénibilité, une pénibilité que les gens cherchent à faire disparaître. J'ai fait une vidéo sur les 3 types de business caricaturaux, painkiller, vitamine et candy, je vous mets le lien dans la description. Pour vendre des vitamines donc, il faut essayer à tout prix de faire augmenter la valeur perçue par rapport à la valeur réelle du produit. Slack va donc proposer une vitamine qui rend le travail plus cool, plus fun, qui permet d'enfin réaliser des choses simplement, mais pas n'importe quelle chose, des choses grandioses, hors du commun. C'est la vie au travail avec Slack qui va être sublimée. Oui, parce qu'on ne vend pas un produit, on vend la vie qui va avec. Une vie plus cool, comme cette vidéo qui montre les coulisses de l'adoption de Slack dans une startup, avec le langage, le ton et l'humour typiquement startup. Une vie plus fun, plus colorée, avec des pubs à la limite du fantastique, qui donnent toujours un peu le sourire, comme cette autre vidéo qui a eu énormément de buzz, où on voit une diversité d'animaux collaborer grâce à Slack. Et finalement, réussir à résoudre un problème majeur. Tout est fait pour augmenter cette valeur perçue dans le message, en insistant aussi sur le caractère exceptionnel de ce qu'on peut réaliser avec Slack. Comme cette fameuse proposition de valeur qui est restée un moment sur le site, The Messaging App for Teams who put robots on Mars. L'app de messagerie pour les équipes qui mettent des robots sur Mars. Un message éminemment très différenciant dans le B2B à ce moment-là. Tous les éléments de communication résonnent particulièrement bien au sein des équipes tech et startup. Des éléments de communication qui se retrouvent aussi très bien dans l'expérience du produit. Et même jusqu'au support, qui n'hésite pas à répondre aux clients avec des blagues ou des gifs. Voilà donc le message de Slack. Mais Slack va faire passer un tout autre message pour se lancer. L'idée de Slack en tant que business vitamine, c'est de se déguiser en business painkiller. Pourquoi? Pour se rendre plus désirable. Parce qu'une vitamine c'est bien, mais c'est toujours plus dur à vendre qu'un painkiller. Si le produit répond à une vraie pénibilité, c'est beaucoup mieux pour la puissance du message. Et le timing va jouer parfaitement en faveur de Slack. En 2013, on est au pic de l'usage des emails dans les entreprises. Même quand on n'a rien fait, on est en copie d'emails. Ça s'arrête pas. Et traiter ces emails devient finalement un temps non négligeable de la journée. Pareil pour les réunions, une vraie source de frustration. Slack va donc utiliser ces pénibilités dans son message pour se déguiser en business de type painkiller. Et ils vont donc choisir une seule pénibilité en particulier et l'attaquer de front et à fond, l'email. Le premier message pour se lancer sera tout simplement « Salut, on est l'email killer ». Les relations presse aidant à la diffusion de ce genre de titres accrocheurs dont les journalistes raffolent. Un message plus clivant, tu meurs, plus galvanisant pour ceux qui ressentent cette frustration liée à l'email, il n'y a pas. Pour accrocher ses premiers fans, c'est l'idéal. Une startup française qui s'appelait Bunker avait essayé d'instaurer à peu près à cette même époque le PowerPoint Killer. Je sais pas si c'était inspiré de Slack ou pas, enfin je suppose. Bon, ça a périclité depuis, mais au lancement, ils avaient eu un gros buzz. Et une base de fans radicaux qui les suivaient et payaient un produit pourtant pas au point. Juste sur la proposition de valeur. Pour Slack, cette proposition de valeur a eu l'effet voulu à un moment précis. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Mais c'est un message qui a été particulièrement bien reçu dans le secteur de la tech en tout cas. Un secteur toujours sensible aux dernières innovations
l'innovation, avec un goût très prononcé pour la disruption, et à qui l'idée d'attaquer les outils représentant les entreprises traditionnelles plaît énormément. Un product market fit, donc, bien cohérent. En partant de ce Product Market Fit, on peut esquisser le MVB simple et incisif qui a été élaboré par Slack pour se lancer. Le MVB, c'est le Minimum Viable Brand, un outil qui permet à des business naissants de ne pas partir dans toutes les directions avec leur communication et de créer une marque cohérente et identifiable sur le marché. Ce MVB permet de donner une structure, fournissant une roadmap marketing et même des orientations dans le développement du produit. Le MVB part des valeurs, souvent portées par les fondateurs. Voilà ce que disait Bill McKettis, l'ancien CMO de Slack, à ce sujet. And we talked about saying, like, look, when we write, no matter where we write, we want it to be in a human value. We want it to be fun. We never want to use acronyms, right? We want it to be a little whimsical, and we kind of codified that, right? Donc les valeurs de Slack, en gros, c'est le côté humain, chaleureux, proximité, la simplicité, et puis aussi un côté disruptif indéniablement. Pour un MVB, il faut aussi désigner ses ennemis. Dans un premier temps, on l'a vu, les emails, parce que c'est plus simple, et aussi facilement intelligible. Et par la suite, de manière plus générale, ce sera les frictions dans le monde du travail, l'austérité, les frictions structurelles dans la communication. Pour combattre ses ennemis, il faut choisir ses armes. Ici, c'est très simple, un nouveau système de communication transverse, universel. Pour un MVB, on détermine une mission, donc connecter les membres d'une équipe simplement et sans friction. Et pour un MVB, on détermine une vision. Là, on peut reprendre un de leurs slogans, Where Work Happens, qu'on peut traduire par là où le travail se réalise. Mais il y a un petit côté aussi, c'est là que ça se passe. Pour porter tout ça, un MVB a une personnalité, donc la tonalité et le style. Ceci venant directement des valeurs des fondateurs, fun, chaleureux, proximité. Et enfin, le dernier point, et sûrement un des plus importants, le bénéfice émotionnel pour l'utilisateur. Pour Slack, il s'agit de l'inclusion sociale, grâce à la légèreté des communications. De se sentir plus connecté avec les autres membres de son équipe, dans un environnement simple, chaleureux et familier. Dans les faits, peu de startups peuvent s'accorder le luxe d'avoir une stratégie de lancement. Justement parce que bien souvent, on lance le plus vite possible pour pouvoir trouver son product market fit. Moi, habituellement, quand on me parle de stratégie de lancement, je conseille toujours de laisser tomber. Ici, pour Slack, c'était très différent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà leur product market fit, avaient les moyens de soutenir leur stratégie de lancement et avaient la crédibilité par leur expérience Flickr pour être pris au sérieux. Ils ont donc pu mettre en place une stratégie disruptive qui, à défaut de pouvoir être répliquée à l'identique, nous donne des pistes de réflexion très intéressantes. Il semble d'ailleurs que Slack ait décidé d'avoir une approche disruptive dans tous les secteurs. D'abord dans le produit, comme on l'a vu, mais aussi sur tous les aspects de ce qu'on appelle le go-to-market. Autrement dit, la façon d'amener son produit sur le marché. Slack, dans son go-to-market, a tout simplement pris à contre-pied tout ce qui se faisait dans le B2B à ce moment-là. Premièrement, ce que ferait une boîte classique de B2B, en particulier dans la Silicon Valley, c'est embaucher des sales, des commerciaux, pour aller vendre le produit auprès des décideurs. Les décideurs, c'est les responsables des choix des softwares dans les entreprises. Ici, il a été décidé de n'embaucher aucun sales. Les utilisateurs de Slack étant transverses, c'est-à-dire potentiellement n'importe quel membre d'une boîte, des devs, du département marketing, aux graphistes, la cible du message de Slack, c'est eux, et pas les décideurs. Le pari, c'est que si on donne envie aux employés d'utiliser Slack, ils vont en parler autour d'eux et faire remonter la possibilité d'utiliser cet outil. Ce qui explique que dans la niche employés de start-up, Slack n'a jamais établi de buyer persona. C'est-à-dire qu'il n'a jamais établi de client type en fonction des différents cas d'usage du produit, comme ça peut se faire justement habituellement. Étant un outil un peu trop transverse, il n'avait pas le choix. Il aurait fallu de toute façon établir 50 buyer persona différents. Le designer qui a telle problématique, le dev qui travaille de telle façon et rencontre tel problème, etc. On aurait eu donc 50 messages et autant plus de landing page. Les fameux funnels classiques de B2B où on adresse un buyer persona avec son problème spécifique et on l'envoie sur une page dédiée. Pour Slack, ce ne sera pas ça du tout. Ils ont su fédérer tous ces profils différents autour d'une promesse suffisamment forte pour attirer les premiers utilisateurs, les faire tester, les aider à comprendre la valeur ajoutée pour leur donner envie de recommander le produit, d'en parler autour d'eux et de pousser pour le faire adopter dans leur boîte. Cette promesse fédératrice a donc été basée sur une pénibilité commune qu'on a vu tout à l'heure, l'email. Et c'est exclusivement sur cet élément que Slack a communiqué dans un premier temps, en faisant des relations presse. La renommée de Butterfield aidant indéniablement. Et évidemment, ce message diffusé spécifiquement dans les médias consultés par l'audience cible. Slack, c'est l'email killer, histoire d'avoir un truc immédiatement identifiable, clivant et accrocheur. Ce qu'on appelle le hook, l'accroche, ce truc qu'on se rappelle. C'est quoi Slack? C'est l'email killer.
Forcément, ça attire fortement l'attention, ce qui commence à bien faire monter la hype autour de Slack. Deuxièmement, si vous étiez un employé de la tech intrigué par Slack à ce moment-là, vous vous rendiez sur le site pour essayer et là, surprise, vous ne pouviez pas. Vous pouviez juste vous inscrire sur une liste d'attente pour peut-être obtenir une invitation. Très malin, rarifier l'offre pour la rendre plus désirable. La rendre très difficile d'accès pour jouer sur les biais psychologiques. Ainsi, la tension et l'intérêt augmentent. Et la hype autour de Slack monte d'un cran. Pour ceux qui réussissent à avoir l'invitation. Sentiment d'exclusivité, d'appartenir à une communauté d'élus et explosion de la valeur perçue. Nul doute qu'au moment de tester le produit avec déjà un biais positif, les impressions positives seront décuplées. On appelle ça l'effet de halo. Celui-ci se produit quand la perception d'une chose est influencée par la perception que l'on a préalablement à son propos. Ce fut bien sûr le cas pour Slack et le bouche-à-oreille a explosé. La hype autour de Slack était au max. Le client email Superhuman a repris cette stratégie récemment, mais en la poussant encore un peu plus loin. J'en parle dans ma vidéo sur l'onboarding si ça vous dit, le lien est dans la description. Alors, en réalité, Slack avait besoin d'une période de bêta-test. Tester à l'échelle et récupérer des feedbacks afin de peaufiner les derniers détails et être sûr de proposer le meilleur produit possible. Bien sûr, ce n'est pas du tout comme ça que ça a été présenté et il n'a jamais été question de version bêta. Bêta sonnant habituellement non finalisée et pleine de bugs. Du coup, le terme bêta a été remplacé par preview, qui lui renvoie à une exclusivité, au luxe de faire partie des élus. Encore une fois, on soigne la valeur perçue. Autre avantage de ces invitations, maîtriser qui va utiliser le produit, afin de s'assurer que celui-ci est bien dans le product market fit, et que son feedback nous intéresse vraiment. Oui, parce que si vous recevez des feedbacks sur votre produit de la part de gens qui ne sont pas dans votre audience cible, ces feedbacks n'ont juste aucune valeur. Autre différence très importante, le business model. Slack propose un modèle freemium, c'est-à-dire en gros que vous pouvez l'utiliser gratuitement mais dans une certaine limite. Et pour accéder à toutes les fonctionnalités, il faut payer. Le modèle freemium était plutôt utilisé dans le B2C ou dans les jeux. Ce que font les SaaS habituellement, c'est plutôt de proposer une période d'essai, puis de tout bloquer, arriver à expiration de la période. Pour les services qui proposent un modèle freemium comme Slack, il est aussi question de limiter les capacités d'utilisation. Par exemple, c'est gratuit mais pour 1 ou 2 utilisateurs, pas plus, pour un nombre limité d'actions, etc. L'idée est de restreindre l'usage, de jouer sur la frustration pour faire payer. Slack a décidé d'être également disruptif dans l'utilisation de ce modèle freemium, puisque si vous installez Slack, tout est gratuit. Nombre d'employés limité, accès à toutes les fonctionnalités. L'idée est de ne pas prendre les gens en otage justement, pour ne pas créer de la frustration et du ressentiment. Une seule chose se passe, au-delà des 10 000 messages échangés, les premiers ne sont plus accessibles. Donc si vous voulez retrouver un vieux message, il faudra payer pour accéder aux archives. Mais dans l'utilisation du produit au jour le jour, aucune friction. Ce qui fait que c'est jamais vraiment bloquant. Il ne conserve juste pas les anciens messages. D'un autre côté, ça peut paraître aussi un peu vicieux. Parce que si vous adoptez Slack et que tout le monde l'utilise et l'aime dans la boîte, il y a forcément un moment où vous aurez besoin d'accéder à une ancienne conversation. Un document échangé que vous n'aviez pas gardé. En théorie, c'est qu'une question de temps avant que ce moment arrive. Une période que l'on passe généralement dans la plus grande des insouciances. Mais bon, normalement, si vous arrivez à ce stade, c'est que vous êtes déjà complètement Slack dépendant. Le gros avantage du modèle freemium pour Slack, c'est de ne mettre aucune friction dans l'expérience utilisateur, ce qui colle parfaitement avec la promesse et les valeurs. Slack a par la suite ajouté de la complexité et des nouvelles fonctionnalités en bonus, mais c'est venu bien plus tard. Enfin, Slack a décidé d'attaquer le sujet du pricing avec un angle disruptif également. Alors Slack fait payer un abonnement mensuel par utilisateur. Ils auraient pu s'arrêter là, mais ils ont instauré le Fair Pricing. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, si un utilisateur n'est pas actif pendant une période donnée, il est considéré comme inactif. Et le montant de son abonnement est remboursé. Une initiative totalement inédite qui n'a pas manqué de faire parler, notamment sur les réseaux sociaux, apportant encore un peu plus de hype. Une initiative qui colle aussi très bien avec les valeurs chaleureuses et de proximité. On peut donc constater une vraie volonté de faire les choses différemment des autres, sur chaque aspect du go-to-market, pour marquer sa singularité et être en phase avec ses valeurs. Maintenant, on va se pencher sur ce que fait Slack concrètement en matière de marketing et de growth. Pour modéliser la croissance d'une activité, on utilise le framework ARR. ARR, ça veut dire acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Acquisition, l'utilisateur arrive. Activation, il comprend la valeur ajoutée du produit pour lui. Rétention, il reste. Referral, il le recommande. Revenu, c'est l'argent qui rentre. J'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet, le lien est dans la description. Alors tout d'abord, que fait Slack en termes d'acquisition? On a donc vu que contrairement à tous les autres SaaS B2B, ils n'ont pas du tout de sales dans les premières années, et ce au moins jusqu'en 2016. Chose jamais vue dans le B2B à ce niveau-là. Ce qui va forcément les bloquer à un moment s'ils souhaitent faire signer des grosses entreprises comme clients. En attendant, ils ont commencé, comme on l'a vu, par faire des relations presse. Ce qui a été capital pour lancer la machine.
LinkedIn. Il a été fait beaucoup de content marketing également, utilisant leur blog, mais aussi Medium, cette plateforme de blogging très prisée par le monde de la tech et où la viralité est très importante. Des articles pour raconter notamment l'évolution du produit, les coulisses, faire comprendre les valeurs, des posts toujours très partagés et relayés. Le blog produit aussi un peu de contenu avec pour objectif d'acquisition par le référencement, en produisant du contenu sur des sujets connexes, avec des sujets comme la productivité au travail. On remarque par exemple qu'au moment où je fais la vidéo, le blog se place à la 2e position sur le mot-clé Collaborative Leadership, ou encore en 2e position sur le mot-clé Collaboration in the Workplace. Mais ils n'en ont pas fait tant que ça. Cela ne semble pas du tout être l'objectif premier du blog. Si vous voulez savoir les outils que j'utilise pour faire ces analyses marketing, cliquez sur le lien dans la description et je vous enverrai tout ça. Aussi, une grosse part du trafic organique du site Slack provient tout de même des recherches concernant les outils qui sont intégrés avec Slack. Et tout ce trafic arrive sur des landing pages dédiées du site Slack. Les outils en question sont Google Drive, Trello, Jira, etc. Des outils de travail collaboratif. Slack a clairement établi une stratégie SEO en proposant pour chacun de ces outils une landing page, comme celle-ci pour Google Drive. Et c'est cette page qui sera référencée, amenant un trafic conséquent d'une audience supposée proche de pouvoir utiliser Slack. Ils ont été aussi les premiers à utiliser les podcasts, d'abord en hostant leur propre podcast, une technique très utilisée aujourd'hui mais qui était encore inédite à l'époque, The Slack Variety Pack, puis par la suite Work in Progress. Mais surtout en sponsorisant un bon paquet de podcasts avec la même audience cible. C'est-à-dire que dans un épisode, le host d'un podcast faisait l'article sur Slack en expliquant à quel point c'était cool. Ce que les podcasteurs faisaient pour de l'argent bien sûr, mais aussi de très bon cœur vu la hype qu'il y avait autour de Slack. Et le podcast est un canal qui n'a pas du tout été choisi par hasard. D'après Bill McIttis, l'ancien CMO de Slack donc, il était essentiel d'investir le podcast parce que si vous étiez à l'époque un adepte du podcast, il y avait une bonne chance que vous étiez un early adopter, c'est-à-dire le genre de personne toujours prompt à essayer de nouvelles choses. Enfin, Slack a volontiers plongé dans la publicité, y voyant un canal d'acquisition prédictif en termes de ROI, le retour sur investissement. En commençant par de la pub display. Les régies publicitaires sont bien sûr Google, mais on voit surtout Buy Sell Ads et Carbon Ads. En regardant d'un peu plus près ce que proposent ces régies publicitaires, on peut voir que Carbon Ads est une régie spécialisée dans la niche des développeurs et designers. Tiens. Ils se servent d'ailleurs de Slack sur leur homepage comme exemple client. La régie Buy Sell Ads, quant à elle, est un peu plus large, puisqu'elle propose des niches business, design, development, etc. Mais ça reste pour les mêmes raisons que Slack les sollicite. Ces deux régies, qui ont d'ailleurs fusionné récemment, placent donc des publicités sur des sites visités par l'audience cible de Slack. On peut les voir ici, il s'agit de Pixabay, Unsplash, Feedly, Dribbble, des sites fréquentés par des créatifs, des devs, des gens de la tech quoi. Aussi, Slack a fait pas mal de pubs Facebook. Et même offline, à la télé, avec les vidéos fantastiques dont on a parlé comme les animaux, dans la presse, sur les 4x3, dans la rue. Dans chacune de ces pubs, Slack insiste sur les bénéfices du produit pour l'utilisateur et sur l'aspect émotionnel. On vend la vie qui va avec, une vie enchantée. En ce qui concerne l'activation. Celle-ci est cruciale au cours de l'onboarding, c'est-à-dire le processus de guidage et d'accompagnement des nouveaux utilisateurs. On a ici un onboarding des plus fluides et super explicite, avec des animations pour faire rapidement comprendre le fonctionnement du produit de manière ludique. Je l'ai refait pour vous montrer, ça se passe en 3 étapes. D'abord, on vous demande le nom du projet. Ensuite, on vous demande de créer un channel dans le workspace que vous venez de créer. Et pour finir, on vous demande d'inviter les premiers autres partenaires. Non seulement à la fin de cet onboarding, on a compris comment fonctionne le produit, mais en bonus, on est déjà en train de faire de la recommandation auprès de ses collègues, de faire du referral. Ce taux d'activation qui se produit un peu plus tard dans l'utilisation du produit dépend bien sûr davantage de ce même produit que de l'onboarding pur. La qualité jouant évidemment, mais surtout dans le cas de Slack, c'est le modèle freemium justement la clé de l'activation. Slack n'est pas limité par le nombre d'utilisateurs, ni dans le temps, comme la plupart des autres SaaS. Les utilisateurs récupèrent donc très rapidement de la valeur dans leur expérience. Pour la rétention, cela se passe bien sûr évidemment en priorité dans la qualité du produit. Et pour rendre le produit un peu plus accrocheur, l'idée est de placer Slack au centre de toutes les collaborations professionnelles. L'équipe de Slack a compris que la seule chose qui pouvait faire sortir les utilisateurs du produit, c'est le besoin d'utiliser un autre outil qui n'est pas intégré dans Slack. La priorité a donc été de fournir toutes les intégrations possibles avec les outils existants et utilisés par l'audience cible pour que les utilisateurs puissent continuer à utiliser les autres outils mais sans quitter Slack. Aussi, les 2 autres points clés de la rétention de Slack, c'est le support
et l'apport constant de nouvelles features. Les nouvelles features qui arrivent constamment dans l'outil Slack, des features comme les Slackbots, les visioconférences, l'intelligence artificielle, etc. Et puis donc bien sûr, le support. Slack propose un support 4 étoiles. Dès qu'un utilisateur a un problème, son problème est transformé en bonne expérience. Pour ce faire, l'équipe support n'est surtout pas externalisée, avec ses tickets qui traînent pendant des semaines. Et en plus, comme on l'a vu, les réponses du support données notamment sur le fil Twitter sont cool et fun. Bien sûr, ce support a un coût, mais que fait un utilisateur quand son problème a été résolu très rapidement par des gens cool et fun? Il recommande le produit. Et on en vient donc au referral, la recommandation. L'étape du framework la plus précieuse pour Slack dans sa croissance organique. C'est clairement ce point qui a été priorisé et pensé en amont, pas l'acquisition. Dixit l'ancien CMO Bill McKettis, l'objectif de l'équipe entière n'était pas que les gens achètent le produit, ni la rétention. Non, l'objectif c'était le referral. Un objectif qu'il définissait lui-même comme forcément plus dur à atteindre, mais qui du coup, une fois posé comme tel, façonnait différemment toutes les tactiques et stratégies utilisées. Et on le comprend très bien. On travaille toujours en fonction d'un objectif. Si l'objectif de tout le monde dans l'équipe Slack, du dev au marketeur, au graphiste, à l'équipe support, c'est le referral, tous les choix seront très différents pour atteindre cet objectif. Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo de Bill qui nous parle de tout ça. Une vidéo super qui est sur YouTube depuis 2018 et qui totalise à peine 20 vues, dont la moitié c'est moi. Je vous encourage à la regarder. Donc maintenant qu'on sait ça, voyons comment l'objectif referral a été mis en œuvre. D'abord, la hype autour du go-to-market que l'on a détaillé a placé Slack dans la catégorie des produits hautement désirables, favorisant donc le bouche à oreille. Deuxièmement, le product market fit peaufiné au maximum a permis de livrer un produit dont la qualité était telle que le bouche à oreille se faisait naturellement. La preuve ultime que l'on a un product market fit étant bien sûr dans tous les cas le referral. Troisièmement, le parti pris d'être différent des autres boîtes B2B à la moindre occasion. C'est aussi vecteur de referral. On peut reprendre l'exemple du fair pricing qui a provoqué énormément de posts élogieux sur les réseaux sociaux. C'est de ce genre de différence et parmi plein d'autres raisons qu'est né le Wall of Love de Slack sur Twitter. Le mur Twitter de tous les gens encensant Slack. En termes de referral, on est pas mal là. Quatrièmement, l'autre élément qui a joué dans le referral de Slack vient du produit en lui-même. Mais pas de sa qualité, plutôt de son mode de fonctionnement. Car c'est un mode multijoueur. Comme on l'a vu dans l'onboarding, il faut être plusieurs pour utiliser Slack. Donc si vous arrivez à susciter l'intérêt et la passion chez un seul utilisateur, s'il veut essayer, il sera obligé de faire la promotion de Slack pour ramener d'autres gens. Comme on l'a vu, le referral se place très rapidement dans l'expérience Slack. Et cela peut d'ailleurs faire partie des choix stratégiques au moment de choisir le produit. Par exemple, pour les éditeurs de jeux sur console, à l'époque où les jeux en réseau n'existaient pas, la question était très présente. Faut-il faire un jeu qui se joue seul ou bien un jeu clairement orienté pour le multijoueur? Car d'un point de vue marketing, dans le second cas, le referral se fait beaucoup plus naturellement. Si vous voulez jouer à Mario Kart ou FIFA en mode multijoueur, il faudra bien trouver d'autres gens. Un avantage structurel donc pour Slack, qui sera évidemment poussé constamment, avec ses rappels visuels pour inviter d'autres personnes dans le produit ou encore dans les scénarios d'emailing. Chaque effort fourni pour acquérir un utilisateur, le faire adhérer à la com, à la mission, le faire devenir fan, alimentera le referral en aval. Enfin, dans cette stratégie de referral, Slack a surtout utilisé un outil précis pour mesurer et par conséquent faire augmenter la qualité du referral, le NPS. NPS pour Net Promoter Score. Il s'agit d'un indicateur de la probabilité de recommandation d'un produit. Il est calculé d'après les réponses à la question « Quelle est la probabilité que vous recommandiez Slack ?» Cet outil est utilisé dans pas mal de boîtes SaaS, mais encore une fois, la façon dont Slack l'a utilisé a été disruptive. Au lieu de demander aux décideurs comme le CEO ou le CFO son avis sur l'utilisation de Slack dans sa société de manière générale, ce qui peut se faire habituellement en B2B. Là, après chaque interaction entre chaque utilisateur et Slack, est calculé un NPS. Pour Slack, l'enjeu du referral se passe à chaque instant et il est individuel. La croissance extraordinaire de Slack est donc venue de son referral. Un referral qui était l'objectif et qui a alimenté une boucle de croissance virale. Alors de nos jours, Slack joue à un tout autre jeu. Après avoir clairement pris le marché sur l'audience cible des boîtes de la Silicon Valley et dans pas mal d'autres pays dans le monde, Slack a commencé à lorgner sur d'autres secteurs d'activité. Ils ont donc décidé
d'élargir la cible. Un élargissement nécessaire car au vu de cette croissance, la concurrence a fleuri. Des startups qui attaquent des niches particulières ou des pays, comme Discord avec les gamers ou Flock depuis l'Inde. Mais surtout les géants comme Google et Microsoft qui ont lancé des produits concurrents avec pour objectif de s'imposer dans le monde du travail, dans des secteurs où Slack était encore inconnu. Rester dans sa niche est donc très dangereux si Slack ne veut pas qu'un autre outil devienne incontournable, leur bloque les possibilités de croissance, ou même pire, reviennent les laminer sur leur propre niche. Slack devient donc plus mainstream, c'est presque Apple maintenant. Le fantastique a laissé place à un message généraliste sur la simplification du travail. Désormais, c'est avec des sales que Slack essaie de faire signer des grosses entreprises. Du coup, pour faire face à cette concurrence, Slack rachète d'autres outils de communication pour gagner des parts de marché, faire barrage à Microsoft, etc. Vous avez compris, c'est plus du tout le même game. Et forcément, ça nous intéresse beaucoup moins. Pour conclure, je suis bien conscient qu'il est très facile d'expliquer un succès a posteriori. C'est beaucoup plus dur de le construire brique par brique. Cette analyse de la croissance de Slack nous permet tout de même de comprendre les différentes clés de compréhension de cette réussite et d'en tirer 4 enseignements simples. Ces enseignements ne sont pas forcément réplicables à l'identique, car il y a aussi les questions primordiales de type de business et de timing sur le marché. Mais si cela peut vous apporter des pistes de réflexion et vous aider à voir votre business sous un autre angle ou avec un peu de recul, c'est déjà ça de gagner. Donc, premièrement, déjà, avec Slack, les choses ont été faites dans l'ordre. D'abord le product market fit, puis ensuite le marketing. Ce qui évite déjà l'erreur la plus courante des entrepreneurs. Si vous n'avez pas de product market fit, vous devez juste faire l'acquisition minimum. L'acquisition pour avoir un flux suffisant de clients ou d'utilisateurs afin de trouver ce product market fit. Slack a eu l'avantage concurrentiel d'avoir un product market fit facilité. Pourquoi ? Parce que l'audience cible, c'était eux-mêmes. Donc ils étaient beaucoup plus à même de savoir quel message les touchait le plus. En ce qui concerne le produit Slack, on peut dire que pour la qualité, ils ont vraiment mis le paquet. En étant permanence obsédé par la satisfaction client. Le terme c'est user-centric, tout pour satisfaire l'utilisateur. Si celui-ci est bien sûr dans le product market fit, attention. Donc si vous êtes vous-même la cible, vous trouverez plus facilement le message. Et si vous êtes user-centric, le product market fit est en bonne voie. Deuxièmement, Slack a choisi d'être audacieux, radical dans ses choix, disruptif. À chaque fois qu'il fallait faire un choix, ils ont toujours cherché à ne pas faire comme les autres. Pas comme eux, comme PNL. Et je remarque que c'est quand même une constante dans tous les grands succès. Dans tous les aspects du go-to-market, dans les choix de branding, dans le marketing et les choix des canaux d'acquisition, pas de sales, premier sur les podcasts, des pubs télé, offline, etc. Si Slack voyait les autres faire quelque chose, ils allaient dans l'autre direction. Et ces choix étaient finalement obligatoires vu le type de modèle de croissance qu'ils s'étaient fixé comme objectif. Troisièmement, l'objectif referral donc. Si le referral est votre objectif, vous avez tout intérêt à proposer quelque chose d'hors du commun. Comment voulez-vous déclencher ce genre de dynamique si vous avez les mêmes méthodes et la même tête que tout le monde sur votre secteur d'activité? Si le referral c'est votre objectif, il faut le communiquer à tout le monde dans l'équipe pour que tout le monde aille dans la même direction. Parce que du coup, cela modifiera les comportements et les actions de chacun. Et quand vous regardez le framework ARR, ce n'est pas le revenu qui vous intéresse, mais l'étape referral. Si le referral est votre objectif, vous devez d'avoir une marque très forte pour créer une connexion émotionnelle avec les utilisateurs ou clients. Vendre les valeurs, la vie qui va avec, fédérer une communauté contre un ennemi commun. Avec Slack, il y a d'abord eu les emails, et puis par la suite, le monde austère et plein de friction de l'entreprise. Il faut comprendre le bénéfice émotionnel de l'utilisateur. Le pourquoi. Donc comme on l'a vu, pour Slack, il s'agit de l'inclusion sociale dans son entreprise et aussi dans un écosystème. Leur proposer un environnement de travail simple, chaleureux et familier. Encore une fois, je remarque qu'il y a un petit côté régressif. Il est question de se rassurer. Bref, il faut faire un bon MVB quoi. Je dis ça parce que la majorité des startups que je vois passer n'ont jamais fait ce travail. Exactement comme moi, je l'avais jamais fait dans mes expériences en startup. Si vous avez un bon MVB, toutes vos actions par la suite seront facilitées. Et à chaque fois que vous fournirez un effort, l'impact sera décuplé. Et celui-ci donnera bien plus de résultats. On parle souvent de growth, mais ce n'est qu'un accélérateur. Chaque boîte est bien sûr différente. Certaines ont plus besoin de branding, d'autres ont plus besoin de growth, mais en aucun cas vous ne pourrez avoir de bons résultats durables en growth sans la partie branding. De plus, si vous n'avez pas de personnalité, quelle est la barrière à l'entrée? Quelle différence y a-t-il entre vous et quelqu'un qui aurait plus de sous et copierait votre idée et la reproduirait fonctionnellement? Votre position ne serait pas tenable à moyen terme. Enfin, si votre objectif c'est le referral, vous feriez bien de savoir si vos clients ou utilisateurs sont satisfaits
satisfaits à chaque moment de leur expérience. D'où l'utilisation énorme à Slack des NPS pour mesurer ça. L'ancien CMO de Slack insiste sur le fait que chaque CEO devrait savoir les 3 principales raisons pour lesquelles sa marque est recommandée. 4e enseignement, ne pas rester cloisonné dans les méthodes habituelles de son secteur d'activité. Je fais ici référence à l'utilisation des méthodes B2C par Slack. Slack en fait a inventé un nouveau modèle, le B2C to B. Comprenez du B2C, donc on s'adresse à des particuliers, mais en tant qu'intermédiaire, pour finalement toucher l'entreprise qui est derrière. Donc plus B. B2C to B donc. Ceux qui sont visés par le marketing de Slack, ce sont les individus et pas l'entreprise. Et pour un individu, il faut essayer de deviner c'est quoi son bénéfice émotionnel. D'où le branding émotionnel, la croissance organique comme un produit consumer, le referral poussé avec des invités un ami, comme sur un réseau social finalement. Les codes du B2C empruntés pour le B2B. En ça, Slack a sonné la fin du B2B à la papa, avec ses commerciaux, ses cravates, et ses photos stock. Si vous voulez en savoir plus sur les outils que j'utilise pour faire ces analyses marketing, cliquez sur le lien dans la description et je vous enverrai tout ça. Si vous avez tenu jusque-là, bravo. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi si vous aimeriez que j'analyse un produit, une startup ou une marque qui vous intéresse. À bientôt dans un prochain épisode. Ciao.